On va commencer tout de suite parce que là j'ai pas le temps. Waouh, alors ça, c'était pas du tout attendu. Ah, Prison Break, la série qui a illuminé mes jeudis soirs sur M6 avec un générique de malade mental, une histoire originale et prenante, la musique aussi de Ramin Djawadi, connu pour Game of Thrones et Pacific Rim. Et d'Uncharted, le film. Oh, t'es un immense bâtard. Prison Break était trop cool. Mais quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit « Oh ouais, j'adore Prison Break, la saison 1 a été trop bien ». Mais vous savez qu'il y a eu d'autres saisons après. Et c'est totalement parti en couille. Créé par Paul Schering, Prison Break c'est 5 saisons dont un téléfilm, le projet d'un reboot dans la boîte et aussi un jeu vidéo. C'est pas bien, hein? La série a pas mal marqué le monde des séries et c'est bien ancré dans le paysage audiovisuel. Mais elle a connu aussi son lot de controverses dont on parlera à la fin. Diffusé il y a maintenant 20 ans dans nos contrées, je sais ça fait un choc, on va se concentrer sur le pilote pour savoir si c'est toujours aussi efficace. L'épisode s'ouvre sur notre personnage principal, Michael Scofield, qui se fait tatouer tout le corps sans rien dire et sans ressentir de douleur. C'est plus badass que tous les héros de films d'action réunis. Ouais, je confirme. On nous présente ensuite les éléments importants de l'intrigue, notamment la condamnation de Lincoln Burrows, en montrant que Michael prépare un coup. Et ce qui me fait rire dans ce genre de série, c'est que la VF va traduire cela en ajoutant une voix pour lire les textes en anglais. Alors que dans la version anglaise, il en est rien. Ah oui, c'est hilarant. Sans transition aucune, Michael met son plan en exécution et braque une banque. Face à une agente pas du tout effrayée et qui a même l'air d'être ultra habituée à ce genre de situation. File l'argent du coffre. En petite coupure ou en grosse coupure? Mais je m'en fous, dépêche-toi! Des billets de 50 ou de 100? Mais on n'a pas le temps, grouille-toi! Oh mais attendez, mais je vous reconnais! Vous êtes le 100e braqueur du mois? Félicitations! Oh, c'est trop bien, qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de garder le silence. Michael est arrêté et au procès, son avocate, Veronica, qui va tirer cette tronche pendant toute la série, ne peut pas stopper Michael de plaider coupable et d'être transféré à la prison de Fox River. Point positif, la série commence sur les chapeaux de roue et on entre directement dans le cœur de la narration. Ça fait plaisir. On n'a que 2 commandements et seulement 2. Le premier, c'est ici, t'as rien à espérer. Quel est le second commandement? Voir commandement numéro 1. Par contre, il est où le générique? Mais non, mais ça c'est normal, c'est parce qu'on appelle le premier épisode un pilote. En général, ils ont pas de générique. C'est à partir du deuxième quand ils ont vendu le projet. Comme dans Brooklyn Nine-Nine. Ah, tu me rassures. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde merveilleux de la prison américaine avec Fox River. Là où le sang et la testostérone coulent à flot. Là où les gringalés n'ont pas leur place et où la loi du plus fort règne. Et effectivement, Michael se rend vite compte que son plan risque de pas être si facile que ça à mettre en place. Bienvenue à Prisonland, gueule d'ange. Michael profite de la promenade pour connaître les us et coutumes de la prison, avec son colloque trop cool Sucré. Il explique les différents gangs, à qui appartiennent les différents secteurs. Et pardon, mais un truc m'a perturbé au début de la scène. Mais regardez ce panneau. Ah, mais pour éviter les balles, il faut chier par terre. Alors toi, t'es vraiment pas le pingouin qui glisse le mieux sur la banquise. Faut péter. Michael commence ses magouilles et demande à voir Lincoln Burrows, alias le déluge. Ça pète un peu quand même comme surnom. Lincoln a été condamné à mort et personne ne peut l'approcher. Mais pourquoi Michael veut le voir? Parce que c'est mon frère. Putain, mais 150 prisonniers, il faut que je tombe sur le frère du mec le plus dangereux de la prison. Merde. Ah. Vous l'avez compris, Michael veut faire sortir son frère de prison. Donc il va monter une énorme stratégie pour que tout puisse se mettre en place comme il faut. Mais comme on est dans une série des années 2000, la série comporte 22 épisodes de 45 minutes. Donc ça va pas être si facile que ça. Ça vous manque pas d'ailleurs les saisons de 22 épisodes? Ou juste 12 ou 13? Parce que les saisons avec 8 ou 9 épisodes c'est méga court, non? Surtout quand on rush son final, avec normalement des enjeux massifs mais que tu fais que du meublage, et qu'on te survend une bataille finale de dingue. Donc t'as pas aimé The Boys? L'épisode continue en présentant de manière fluide et un petit peu comme un film choral tous les protagonistes de l'histoire qui auront un rôle majeur pour le plan de Michael. Comme le méga charismatique John Abruzzi, qui servira de point de fuite par rapport à l'évasion, ou Sarah Tancredi, le docteur, qui est vide, plate. En vrai, je suis méchant, mais entre son rôle dans Walking Dead et Dr House, je l'ai vu jouer que des persos insupportables. Vous comprendrez qu'entre elle et Veronica, les scénaristes sont juste des mecs. Les personnages féminins sont que des faire-valoir pour les hommes, et le peu de psychologie qu'elles ont n'est vraiment pas aidé par leur jeu monolithique. Au niveau des intrigues secondaires, on a LJ, le fils de Lincoln, qui est arrêté pour trafic de stupéfiants. Hyper intéressant. Et on a ces 2 mecs des services secrets, dont un qui ressemble un petit peu à Buzz l'éclair, qui veulent la mort de Lincoln. Mais est-ce que tout ceci ne serait pas un complot orchestré par le gouvernement? Mystère! Le problème, c'est que les intrigues secondaires sont un peu en dessous par rapport à l'intrigue principale. La Fox a voulu les rajouter pour donner plus de consistance à l'histoire principale, mais à mon goût, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Michael arrive à retrouver son frère et lui fait la promesse de le sortir de prison. Et on nous présente ensuite le directeur de la prison, Pop, qui n'est pas une figurine, mais qui a l'air sympa. Peut-être un peu trop envers Michael, en lui accordant des privilèges, et en lui demandant de l'aide pour construire une sculpture du Taj Mahal pour sa femme. Vous êtes doué, Michael.
Mais un ingénieur en génie civil comme vous ne peut pas être là pour des raisons si futiles. On se fait un château de cartes? Allez! La série, à mes yeux, possède pas mal de références, notamment Les Évadés et La Ligne Verte, pour parler des conditions de vie en prison, des différents enjeux de l'incarcération, et même s'en sert d'inspiration pour les notes d'intrigue. Mais Les Évadés étaient un poil plus crédibles et moins clichés, car quand je vois le pilote et la série en général, ça fonctionne, y a aucun souci. Mais disons qu'il y a pas mal de facilité et des rapports entre personnages qui sont plus des stéréotypes qu'autre chose. Mais en vrai, ça va, c'est pas trop dommageable, ça m'empêche absolument pas d'apprécier la série. Y a quand même juste le coup de « tu es ingénieur en génie civil, donc tu peux m'aider à construire une maquette ». Ça, c'est un peu facile. Dans Les Évadés, tout le monde, y compris le directeur, abuse de l'aide de Andy pour cacher leur magot financière, vu qu'il est banquier. C'est différent et plus dans l'esprit du film, alors qu'ici, c'est un peu bizarre. Ah, c'est surtout que Prison Break, c'est une série à divertissement avec énormément de rebondissements, là où Les Évadés, c'est dramatique et sérieux. Et un poil plus émouvant. On continue avec Michael qui se rapproche du doyen de la prison, Charles Westmoreland. Mais ils se font interrompre par Abruzzi qui comprend que Michael possède des informations sur un témoin majeur autour de sa condamnation. Il lui demande gentiment de balancer sa localisation, sauf que ça part en bagarre et en fusillade. À terre, à terre! Michael, qu'est-ce que tu fous? Baisse pas ton pantalon! Oh, mais c'est dégueulasse! Oh. Mais alors que Michael se fait gronder par le directeur et qu'il accepte de l'aider pour sa construction afin d'éviter le mitard, on apprend que le révérend de l'État, seul opposant à la peine de mort de Lincoln, a été assassiné. Véronica commence à croire que Michael avait peut-être raison. Peut-être que finalement, c'était un complot. Alors oui, on sait que c'est un complot parce qu'on a vu les deux agents vraiment pas discrets en train de trafiquer des trucs. Mais la vraie question est, qui est derrière tout ça ? C'est à partir d'ici que chaque personnage majeur aura son propre arc et ses objectifs. Et c'est là où la série fonctionne bien. Même si on suit des criminels, certains plus hard que les autres, on a un attachement envers leur histoire. Et on a envie de les voir réussir. Par exemple, Sucré, c'est le sidekick rigolo. Et sa relation avec Mary Cruz est touchante. Abruzzi est ultra charismatique en chef mafieux. LJ, c'est... Non, LJ, t'es nul. Et on nous présente ensuite C-Note, un peu le pharmacien et contrebandier des prisonniers, qui doit aider Michael à récupérer un médicament pour sa couverture. Et C-Note pue le charisme. En même temps, c'est Gilles Morvan qui fait sa VF. Tu vois, c'est marrant. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose dont t'as besoin. Oui, je suis Team VF. Vous allez faire quoi ? Ah non, ça je dis non, hein. Le premier épisode se termine avec Abruzzi qui accepte de collaborer avec Michael, en le faisant intégrer lui et son frère dans l'équipe de TP. Michael dit à son frère qu'ils vont s'évader, mais Lincoln ne le croit pas. Il explique qu'avec son ancienne boîte, il a travaillé à dessiner les plans de la prison. Donc il connaît tous les plans par cœur. Enfin non, les plans sont sur ses tatouages. C'est une carte interactive autonome qui explique le moindre détail de la prison. Je connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Ah, donc ça, c'est les plans de la prison? Mais non, ça m'habite. En vrai, c'était un peu court, non ? Venez, on enchaîne avec le deuxième épisode. Mais t'es complètement malade! Avant de continuer, il faut dire que ce premier épisode est rudement efficace et pose les bases de manière fluide et impactante. Tout n'est pas parfait, mais le plus important, c'est qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et de voir comment ils vont réussir à se dépêtrer de tout ce bordel. Pour l'instant, je suis conquis et la promesse est folle. Dans l'épisode 2, Michael continue à apprendre plus sur le fonctionnement de la prison. Et il va en être le témoin direct avec la fouille aléatoire, où Sucré se fait... pour avoir une arme sur lui. Car oui, les bagarres et les combats sont légion dans cette prison. Mais attendez, vu que c'est l'épisode 2, on va enfin voir le générique. Mais il est où David Lafarge ? Alors déjà, c'est Faflarage, et je crois que c'était que dans la version française sur M6. Mais je m'en branle, moi, je veux Faflarage ! Chaque épisode permet à Michael d'avancer étape par étape. Mais le point central de l'évasion, c'est l'infirmerie. C'est pour ça qu'il a besoin d'être aussi souvent là-bas et qu'il se rapproche du docteur, qui, comme par hasard, est la fille du gouverneur de l'État. Quoi qu'il en soit, pour la prochaine étape, Michael a besoin d'une vie spéciale qui se trouve dans un des bancs de la cour. Sauf que ce banc appartient à T-Bag. Ouais les gars, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer T-Bag. On peut plus compter sur personne. T-Bag est un psychopathe, meurtrier, pédophile, violeur et apparemment nécro... Alors j'ai pas compris, il y a trop de bip. C'est un gros vilain pas beau. Oh bah il avait l'air mignon quand même. Robert Knipper est tellement fort dans le rôle. Il est aussi terrifiant que drôle. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans le sens que, non, je vous rassure, aucune empathie pour ce personnage. Mais il est tellement machiavélique et tellement à fond qu'on a envie de le voir réussir pour voir jusqu'à où il peut aller. C'est un tour de force assez subversif qui fait plaisir.
Enfin, plaisir, c'est bien écrit, quoi. Vous l'avez vu, on a une galerie de personnages haute en couleurs et qui fait toute la force de la série. Leurs relations et leur entraide vont nous immerger dans l'aventure. Mais on n'y est pas encore, parce que pour rameuter tout le groupe, va falloir faire preuve de patience et de diplomatie. Tout ça bien sûr sans rentrer dans le jeu des gardes des gangs et sans trop éveiller les soupçons des gardiens, notamment Bellic qui lui colle bien les basques. Il tente ainsi de poser ses cartes sans trop de vagues, mais vu que T-Bag a piqué la vis dont il avait besoin, c'est le début des emmerdes. Ah oui, et pendant ce temps, il y a Veronica qui réouvre le dossier par rapport à Lincoln. Voilà. Je suis désolé, pour l'instant, les sous-intrigues sont vraiment molles. Comme ton image, je dois refaire le focus. Là, c'est la merde, car Synod pense que Michael est avec T-Bag, alors qu'une garde des gangs approche. Il lui faut un coup de pression et jette les médocs dont il avait besoin. Et pendant l'appel, la guerre se lance. Ah ouais, c'est brutal. Faut quand même admettre que c'est plutôt une série d'hommes. C'est hyper violent, et Michael se retrouve à l'intérieur, car il doit récupérer la vis. Auprès de... l'humain de compagnie de T-Bag. Synod le tue, Michael récupère la vis, mais T-Bag pense que c'est Michael qui l'a tué. Donc oui, il s'en sort, mais les conséquences sont terribles. Et ça va le traumatiser quand T-Bag dit « Je sais que tu es là. Je tiens à ce que tu saches que je ne te lâcherai jamais. » Autre point positif de la série, le danger est omniprésent. Et même si Michael s'en sort parfois avec beaucoup de chance, il en chie grave. Et on le voit être peu à peu brisé par l'univers carcéral, ce qui permet à la série de traiter des conditions de vie en prison. Même si la série se veut axée sur le divertissement, ça ne lui empêche pas d'aborder des thématiques de fond vraiment pertinentes. Bon, peut-être pas aussi poussées que Les Évadés ou La Ligne Verte, mais quand même. De son côté, Veronica fait part de ses découvertes à Lincoln, et son enquête avance quand une témoin souhaite parler. Et je suis désolé, mais les deux agents là au fond ne sont pas très discrets. Entre leurs gros manteaux, leurs hot dogs et leurs grosses lunettes noires. Non, on n'est pas des agents infiltrés, on est sous couverture. Petit café ? Oh, volontiers. Et après ça, on apprend qu'une femme serait bien derrière tout ce complot. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place tout doucement. Et j'avoue quand même que quand on saura qui c'est, il y aura un petit peu cet effet waouh. Bref, Michael s'occupe de limer sa vis qui lui servira à dévisser les toilettes de sa piole. Il avance tout doucement, mais à la fin de l'épisode, Abruzzi a les nerfs. Et il menace de couper les orteils de Michael pour qu'il coopère. Mais bon, comme on est dans une série tout public, ils vont pas vraiment le faire, c'est juste un coup de pression pour... Et l'épisode se termine là-dessus ? Mais je veux la suite, moi! Vous l'avez compris, les 2 premiers épisodes sont hyper cool, et même 20 ans après, ça marche toujours aussi bien. Pour commencer, j'aimerais revenir sur la réalisation de la série, car même si elle reste assez télévisuelle, elle est de très bonne facture. On nous plonge facilement dans l'esprit de Michael, et les mouvements de caméra deviennent assez ludiques pour qu'on puisse comprendre tout le plan qui se met en place. Sans parler des lumières et des couleurs dans certains plans qui sont très travaillés, et qui apportent un ton assez sombre mais vif dans l'ensemble. Ça change un peu par rapport aux séries d'aujourd'hui. Même si le montage peut parfois être épileptique, notamment dans les scènes de combat, que la musique peut parfois en faire des caisses, même si elle reste très bien, la série arrive facilement à nous immerger. Donc niveau technique et plastique, rien à redire. Niveau histoire, le concept et la promesse sont hyper entraînants. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison est vraiment cool. On est au cœur de cette prison. Et voir comment Michael arrive à se dépêtrer de situations rocambolesques, et voir comment les personnages interagissent entre eux, c'est très satisfaisant. L'écriture est suffisamment maîtrisée pour qu'on puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir envie de voir tous ces criminels réussir. Même cette ordure de T-Bag. Et là où la série fait fort, c'est qu'elle n'hésite pas à aller jusqu'au bout de ses idées. Il y a pas mal de personnages qui meurent, il y a des scènes de pure tension qui sont aussi radicales que viscérales, la série ne fait aucun cadeau. Après, même si les intrigues secondaires ne sont pas à la hauteur de la principale, elles arrivent quand même à devenir plus intéressantes au fur et à mesure. À la fois plus tendues et intenses, et on nous montre que le doute plane partout. On ne sait pas qui croire et en qui on peut faire confiance. Le complot mis en place pour faire tomber Lincoln permet de découvrir les méandres et les failles politiques du système américain, et permet ainsi d'approfondir l'intrigue. Bon, parfois ça ralentit l'intrigue et ça en fait des caisses, mais on s'y fait. Et il y a quand même beaucoup de facilité pour faire réussir Michael. Et les personnages féminins sont clairement en dessous. Et il y a aussi les interstices pubs, qui sont limite des jumpscares qui peuvent irriter à la longue ou couper une action en plein milieu. Vous imaginez si on faisait ça en plein milieu de nos vidéos? Salut, c'est François et j'adore le bœuf. Vous voulez vendre votre voiture? Non. Ah! Alors, si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'écriture, si j'ai bien compris, Paul T. Schering, le créateur, avait pour ambition de faire une mini-série, voire juste que 2 saisons, mais vu que des séries comme Lost rencontraient du succès, la Fox a commandé une série de 22 épisodes. Ainsi, au lieu d'avoir 13 épisodes, ils ont écrit le reste au fur et à mesure pour continuer à surfer sur les audiences en hausse. Ce qui fait que la Fox a voulu capitaliser un maximum la série. Donc au lieu d'avoir eu 2 saisons, on en a eu 4. Plus une saison 5 des années plus tard. Donc quand tu reproches que les intrigues secondaires sont moins bonnes, c'est parce qu'elles n'étaient pas prévues de base. Donc ils ont fait comme ils ont pu pour que ça tienne la route. En vrai, ça me fait penser à un truc. Ne vous méprenez pas, car malgré ce que j'ai reproché, j'ai un véritable plaisir à suivre l'histoire entière. Voir tous les nœuds de l'intrigue se réunir en un dans cette première saison, avec beaucoup de rebondissements pour tenir en haleine, ça fonctionne beaucoup. Et justement, je vais faire un parallèle très bizarre par rapport à ce que t'as dit, mais je trouve que Prison Break ressemble à Plus belle la vie.
Merde, ça va? Attends, j'arrive. Hop. Voilà, pardon, désolé. Je remets l'autofocus comme ça, parfait. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Oui, ça paraît bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Plus belle la vie, c'est nul. On est d'accord. Moi, c'était mon énorme plaisir coupable. Et un truc qui était fort avec cette série, c'est qu'à la fin, tu avais toujours une dernière scène, un dernier cliffhanger, qui te faisait monter la hype et avoir absolument envie de découvrir la suite. Oui, comme quasiment toutes les séries du monde en fait. Oui, mais là, c'est encore plus appuyé. Le truc, c'est que le plan de Michael est millimétré à la perfection. Il faudra toujours une énorme préparation ou beaucoup de chance pour franchir une étape. Et à chaque fin d'épisode, ils parviennent toujours à trouver quelque chose pour le ralentir et remettre en question tout le plan. La mort de Lincoln est avancée, Michael est transféré, un tuyau a été rajouté, un bout de la peau de Michael est cramé et c'est exactement là où étaient les plans de l'asile qui étaient nécessaires pour passer. Bref, les exemples pullulent. Et au lieu de voir cela comme un ralentissement, ça devient drôle, ludique et immersif, et on se demande comment les scénaristes peuvent trouver des obstacles et des solutions à chaque fois. Un peu comme Plus belle la vie, qui a ici ce même principe d'écriture, mais plus en mode industriel et flux tendu, pas comme ici en mode artificiel. On l'a dit tout à l'heure, mais la Fox ne voulait pas 13 épisodes mais 22. Ce qui fait que les scénaristes, en cours de route, devaient à chaque fois trouver des solutions pour prolonger la série. Et c'est pour ça que Prison Break m'embarque. Car malgré tout ce qui se passe, Michael finira par réussir, en y laissant des plumes, mais il trouvera toujours la solution. Et maintenant, j'aimerais parler de la censure qu'a subie la série. Car oui, en France, la série a été censurée, notamment pour sa violence graphique. Ainsi, on a enlevé ou raccourci pas mal de scènes. Et d'ailleurs, je crois me souvenir, je sais pas si c'est vrai, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai tort, mais je crois que la série n'a pas été diffusée dans le bon ordre. Car certains épisodes plus violents étaient diffusés en deuxième partie de soirée pour respecter le CSA, ce qui devait être un énorme foutoir. Mais moi, j'ai vu un truc bizarre. En VF, il y a pas mal de choses qui ont été supprimées. Ici, dans ces deux scènes, on n'entend pas les râles de douleur de Lincoln, ni le co-détenu de Aboudi crier. Alors qu'en VO, si. J'envoie des nouvelles du passé. Delivering yesterday's news. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas, mais personnellement, les censures pour atténuer la violence pour que tout le monde puisse regarder, je peux comprendre entre grosses guillemets. Mais si ça va à l'encontre du sens et des messages des séries, c'est non. La violence en prison fait partie des thématiques de la série. Donc à un moment donné, il faut respecter cela. Oui, la série est violente, parfois gratuite, mais c'est pour montrer une réalité sociale. Et il ne faut pas aller à l'encontre de ça. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé cette première saison incroyable. Et puis, il y a le reste. Attends, mais il y a une saison 2? J'y vais! A few moments later. Ouais, non, c'était pas bien. Quand on voit les notes sur Serigraph, j'adore ce site, on constate que la série n'a pas forcément baissé en qualité comme j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux. Et puis le public américain et français sont différents quant à la réception des séries. Mais bon, de mon côté... Bah c'est nettement moins bien quoi. Ça s'essouffle, ça devient lisse et banal, les enjeux sont moindres ou n'ont ni queue ni tête, la série perd tout son charme. En soi, la saison 2 devient une énorme chasse à l'homme, ce qui est logique. Mais je trouve qu'elle est mal gérée sur pas mal de points. Le groupe se sépare très vite, les sous-intrigues sont encore moins intéressantes, Véronica meurt dès l'épisode 1, et toute la tension retombe d'un coup. Alors que moi je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'ultra nerveux et haletant. Mais non, les personnages font des allers-retours inutiles, ils perdent tous en saveur et on n'est pas autant embarqué. C'est pas mauvais, hein, attention, mais c'est juste moins intéressant et moins engageant. En même temps, quand on a un concept aussi fort et qu'on s'en détache, c'est difficile de suivre le rythme. J'ai eu plus de mal à regarder la saison 2 que j'ai trouvé plus lente et plus banale. Surtout que les fameux rebondissements de fin de série sont nettement moins efficaces. Et après, c'est le plongeon. Et malgré quelques passages un peu cool, à partir de la saison 3, ça devient n'importe quoi. La saison 3 revient en prison avec l'intrigue du cartel qui m'a vraiment saoulé. Saison qui a été tronquée de la moitié des épisodes à cause de la craie des scénaristes. J'étais pas du tout dedans et j'ai perdu tout ce que j'aimais dans la série. Les rebondissements n'ont aucun sens, l'intrigue du complot s'embourbe dans des fils narratifs débiles, des personnages meurent mais ne sont pas morts, comme Sarah par exemple. Non, on ne revit pas des têtes coupées. C'est une tête fabriquée, c'est trop facile. Michael meurt, mais au final il est vivant dans la saison 5, ou Michael est en prison au Yémen, mais qui en fait est un agent qui travaille pour un certain Poséidon, qui a épousé Sarah entre-temps, oui spoiler, et qui lui demande de libérer des prisonniers dans des prisons partout dans le monde. Sinon sa famille ira en prison. Il y a trop le mot prison dans cette vidéo. Au départ, on devait juste sauver Lincoln. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas de notre faute, nous on voulait juste une saison! Bah alors, mes petites salopes, on joue les effarouchés? S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on n'en peut plus! Ah bah non, on a encore plein de saisons à écrire! Et je parle même pas de cette scène où Michael arrive à se dissimuler d'une caméra de surveillance en ayant des tatouages sur ses mains pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Là, la suspension consentie de l'incrédulité, elle est partie bien loin. Après, dans la saison 4, on a quand même une des meilleures scènes de l'histoire de la télé. Tout le monde est là? Sale pute!
T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Même T-Bag est choqué. Prison Break est typiquement le titre de série victime de son succès et de son concept. Une promesse tellement folle que les producteurs ont voulu poncer la machine jusqu'au bout, sans pour autant garder la cohérence et la qualité globale de ses débuts. Et ce, malgré l'envie de son créateur. 2 saisons auraient amplement suffi. Et les producteurs doivent apprendre à s'arrêter quand il faut. Donc oui, même si Prison Break est une Madeleine de Proust par excellence, la saison 1 suffisait en elle-même. La saison 2 aurait dû apporter une fin satisfaisante et une course contre la montre dantesque, mais retombe un peu à plat. Et puis la saison 3, 4 et 5, on souffle énormément. Moi personnellement, je n'y arrive pas. Et je n'en veux pas du tout à la série ou à son créateur, mais juste à la Fox, qui aurait dû être beaucoup plus prudente et pas aussi avide. Oui, mais ils produisent aussi beaucoup de programmes de qualité. J'ai conscience que c'est compliqué de faire vivre une série sur le long terme, surtout qu'à l'époque, on devait forcément avoir une saison par an, et parfois on écrivait des épisodes au fur et à mesure. Quand je vois les séries aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Quand je vois la dernière saison de The Boys, qui a mis 7 ans à se mettre en place, j'ai l'impression que Amazon a voulu poncer au maximum la moindre goutte de cette série pour en faire au final qu'une parodie d'elle-même. Ce qui fait qu'avec la saison 5, tout retombe à plat, par rapport à son concept, et du fait qu'elle s'est vite fait rattraper par notre monde devenu délirant, mais surtout qu'elle ne sert que de tremplin pour des spin-offs. Et pourtant, son épisode final est loin d'être mauvais, au contraire. C'est la saison entière et son management qui a un souci. À force de voir les séries comme des produits purement mercantiles, on perd la substance artistique et la vision d'auteurs qui veulent avant tout raconter des histoires. Je sais que je peux avoir une vision un peu naïve de l'industrie, mais quand je vois le nombre de séries qui se terminent de la mauvaise manière, je veux continuer à croire à un monde où les visions artistiques sont respectées, avec parfois des fins de séries qui sont vraiment satisfaisantes. Mélanger une vision artistique et industrielle, c'est possible, mais il faut bien le faire. Et je continuerai à défendre les visions d'artistes, même si parfois elles partent loin. Malgré ma déception globale, je suis quand même très content d'avoir revu la série. Et si vous voulez une bulle nostalgique, foncez. Ou sinon, vous pouvez rattraper Dexter, qui elle au moins a 4 bonnes saisons. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo, c'est super important pour le soutien. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les œuvres que vous aimez. Ciao!